Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h sur la RTB. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers décryptage, commentaires et analyses. Pour ce dimanche 1er décembre 2019, 3 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de la situation sécuritaire au Sahel avec la mort de 13 soldats français tués dans un accident d'hélicoptère au Mali. Le point de presse du gouvernement est également au menu. Nous parlerons précisément de la destination Burkina qui est déconseillée par certaines chancelleries et de la question des élections de 2020. La Côte d'Ivoire est également au menu avec cette rencontre entre Guillaume Soro et Blé Goudé. Voilà donc pour le menu, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale. Je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale. Avec nous, Joacin Vokouma de Kasseto.net. Bonjour. Bonjour, Sano. Nous avons également avec nous Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour, Sano, et bonjour à tous. Et nous avons également autour de cette table Ahmed Zerbo de Libération. C'est un quotidien, donc un hebdomadaire, un mensuel. Un bimensuel, donc qui paraît à Bobo Dioulasso. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité au Sahel et en France est marquée cette semaine par la mort de 13 soldats français dans un accident d'hélicoptère au Mali. Selon la ministre des Armées françaises, Florence Parly, les 2 appareils de la force Barkhane sont entrés en collision alors qu'ils étaient engagés dans des combats contre un groupe terroriste que la force Barkhane traquait donc depuis quelques jours dans le Sahel, dans la zone donc du Liptako. C'est une actualité donc que vous avez suivie et qui a fait beaucoup de réactions donc des autorités politiques et dans les médias également. Alors Vokouma, comment vous réagissez à cette actualité? C'est évidemment triste lorsqu'on enregistre des drames comme cet accident qui a coûté la vie à 13 soldats français qui sont déployés sur le terrain au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont des choses qui sont possibles dans une guerre. J'ai lu le témoignage d'une maman d'un des soldats qui racontait que à chaque fois qu'il partait, elle avait ça dans sa tête. Son mari lui-même était dans un corps militaire, donc elle vit avec ça. Et quand il partait, il lui avait dit, bon, à une prochaine fois. Mais dans sa tête, elle avait intégré cette possibilité-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est désastreux. Bon, on va dire, il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sans victimes. Malheureusement, c'est arrivé à ces soldats. Maintenant, c'est la cause de ce drame, de cet accident, oui, ce drame qu'on ne comprend pas, qui reste à expliquer, puisque les boîtes noires des hélicoptères vont être analysées pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce que la version qui a été présentée à l'opinion, un accident au cours de la manœuvre dans des conditions d'éclairage médiocre. La ministre de la Défense même a parlé dans l'obscurité totale, qui pourrait expliquer que les deux... Florence Parly qui a parlé d'une opération qui a été menée dans la nuit noire, si on peut le dire ainsi. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, en tout cas, que cette force d'élite, si on peut le dire, puisse connaître des situations de ce genre. Est-ce que vous comprenez donc ces personnes peut-être qui doutent même du fait que ce soit un accident? Tout à fait. Le doute est partagé par beaucoup de gens, d'autant que l'État islamique a revendiqué être à l'origine de cet accident-là, avoir attaqué les avions, obligeant l'autre à reboucher chemin, et dans la panique entre griffes, il y a eu cette percussion entre les deux avions. Évidemment, le chef d'état-major français a démenti en disant que c'est totalement faux. Bon, mais c'est sa parole contre la parole de l'État islamique, et puis aussi des opinions que les gens se font sur les conditions de cet accident-là.
est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce que des soldats qui sont aguerris, qui sont, j'ai regardé un peu leur cursus, comme ils ont été formés, c'est des conditions assez difficiles, c'est de façon stricte, pour échapper, pour sortir de cette formation-là, il faut vraiment être aguerri. Ils ont eu plusieurs heures de vol. Comment un accident aussi voilà, vraisemblable, on va pu se produire dans des conditions comme ça. Bon, ça c'est l'opinion qu'on peut avoir, c'est le jugement qu'on peut avoir sans avoir la certitude que ce que Mme Parly a dit est la vérité, ni ce que le chef d'état-major a dit. Bon, n'empêche que c'est un drame qu'il faut déplorer. D'accord, oui, Paul Miki. Oui, je pense que c'est un drame qu'il faut déplorer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de supputations autour de cet accident, mais à mon avis, la thèse la plus répandue, la plus plausible, c'est cette thèse de l'accident, parce que c'est ce que la France dit, même si l'État islamique a revendiqué être à l'origine de cette collision entre les deux appareils dans le ciel malien. Mais c'est vraiment regrettable hein, quand on regarde un peu, j'allais dire, la détermination des troupes françaises à traquer les terroristes au Mali et dans la zone Sahel plus généralement. On ne peut que regretter cela. Maintenant, il y a aussi hein, le fait qu'on peut également dire qu'il y a des leçons à tirer de cet accident survenu donc au Mali. On peut penser d'ailleurs que, comme en entendant justement les résultats de l'enquête qui a été ouverte à cet effet pour savoir exactement s'il s'agissait d'un accident ou s'il s'agissait d'un acte de sabotage des terroristes. Mais moi, je pense que ça peut être beaucoup plus un accident parce qu'on peut imaginer les Français sont suffisamment aguerris, mais il faut savoir également qu'en France, on n'a pas ce genre de théâtre d'opération où les gens mènent des exercices, surtout nocturnes, comme ce qui a été arrivé. Donc, on peut penser effectivement que c'est un accident. Mais il y a des gens qui mettent en doute cette thèse hein, avec tout ce que l'État islamique a pu dire. Oui. Et en plus, d'autres disent qu'il n'y a pas de bilan, puisque la France a attaqué donc la position des terroristes. Oui. On parle d'un pick-up et puis de quelques motos. Alors, et le bilan de cette opération, en dehors donc de cet accident, on n'a pas donné en tout cas un autre bilan. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bilan côté ennemi, côté terroriste, mais on a vu effectivement le chef d'état-major général des armées françaises qui dit que les troupes étaient déjà marquées au sol. Donc c'est pour dire que ces troupes terroristes, je parle de terroristes, étaient marquées au sol. Donc c'est pour dire que ces terroristes étaient dans une position où ils étaient en train de se chercher, entre guillemets, donc ils ne pouvaient pas ouvrir le feu sur l'appareil. C'est vrai, vous avez raison, l'absence de bilan côté ennemi peut ajouter un peu au doute. Mais c'est pour ça que j'ai dit, bon, pour l'instant, la France a parlé, l'État islamique a parlé, la France a démenti cette revendication de l'État islamique. Oui, à travers le général François. Voilà, l'encontre. Alors, on attend simplement de voir les résultats de cette enquête-là, parce que, comme Voukouma l'a dit tantôt, on a enlevé les boîtes noires. Vous savez que les enquêtes après les accidents d'hélicoptères ou d'avions, ça prend quelquefois beaucoup de temps, mais peut-être que d'ici là, on saura exactement ce qui s'est passé. Les derniers instants avant et l'entrée en collision de ces deux appareils pourront nous édifier effectivement sur ce qui est réellement passé. Mais en réalité, en entendant justement ces résultats d'enquête, moi je penche beaucoup plus sur la thèse de l'accident. Parce que ça peut arriver bien évidemment, lorsque des hélicos volent comme ça dans la nuit, ils ne sont pas peut-être habitués à ce genre de combat nocturne. Et il faut également dire que un accident, c'est un accident. Et je crois que si ce n'était pas un accident, on allait entendre autre chose de la part des autorités françaises parce qu'il n'est de l'intérêt à personne de masquer la réalité par rapport à ce qui est arrivé. Maintenant, 13 soldats qui sont morts sur le sol malien lors d'un combat à la frontière avec le Burkina et le Niger en même temps, c'est quelque chose que l'on peut déplorer quand on sait également que la France est engagée dans la traque des terroristes dans notre sous-région, même si de plus en plus beaucoup de gens doutent de la sincérité. On va revenir sur cette question, on va revenir sur cette question, mais on va laisser donc Zerbo réagir. Est-ce que déjà vous partagez l'analyse de vos deux confrères sur la thèse de l'accident avancée par la France pour expliquer donc la mort de ces 3 et de ces 13 soldats? Ok, vraiment, merci. Avant de répondre à votre question, je vous remercie en tout cas pour l'honneur que vous faites effectivement à la presse bogolaise en m'invitant sur votre plateau. Alors, par ma voix, en tout cas, je traduis la reconnaissance de la presse bogolaise, effectivement, à la RTB. C'est un plaisir, en tout cas, pour nous de vous recevoir. Vraiment, merci. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, juste après l'accident, il y a eu beaucoup de questions autour, effectivement, de la collision, effectivement, entre les deux avions.
Alors, je pense que la sortie de l'État islamique prouve aussi que, quelque part, en tout cas, ce n'est pas un accident. Donc, c'est pour vous dire que, bon, en fait, je ne partage pas l'avis de mes deux confrères. Alors, vous savez, les soldats français sont aguerris. Il y a longtemps qu'ils sont effectivement en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Depuis effectivement le Mali, depuis janvier 2013, depuis janvier 2013 avec la force Serval. Effectivement, la force Serval. Et il y a aussi la Centrafrique où ils ont lutté contre les rebelles Seleka et puis les anti-Balaka. Alors c'est pour vous dire que aujourd'hui, tant que effectivement l'enquête menée sur cet accident-là ne révèle pas en tout cas les résultats, on ne peut pas parler d'accident. On ne peut pas parler d'accident. Alors, on s'en tient effectivement à la version officielle de la France. Voilà. Alors, le général Lecointre, hein, qui est le chef d'état-major général de l'armée française, dit que, en fait, la France n'a pas intérêt à mentir donc, sur ce dossier. Non, mais écoutez, la France cherche à sauver sa face. Vous savez que, je l'ai dit tantôt, les soldats français sont aguerris. Ils sont sur le sol malien il y a très longtemps. Depuis pratiquement 2013, non? Voilà, avec l'invasion effectivement du pays par les groupes armés. Donc, étant aguerri, je ne pense pas que ça soit, à mon avis, ce n'est pas un accident. Je voudrais, si vous permettez, faire remarquer à Zerbo que ce n'est pas la première fois que l'État islamique revendique des incidents qui arrivent, alors qu'il n'est pas derrière cela. Parce que quand on regarde un peu dans les années passées récents, on verra qu'il y a beaucoup d'incidents qui arrivent dans la lutte contre le terrorisme, et du coup, l'État islamique revendique être derrière, alors qu'il n'en est rien. Ça s'est révélé après faux. Et donc je me dis que cela peut s'inscrire également dans cette vaste campagne de communication, peut-être pernicieuse derrière l'État islamique, parce que Daesh gagnerait à dire qu'il engrange des résultats ainsi, alors que là c'était vraiment un accident. Je me dis, en tout cas pour l'instant, un accident qui est arrivé. Et bon, ce n'est pas la première fois qu'on me dit. Est-ce que comme ce que Zerbo dit, la France ne chercherait pas peut-être à faire amende honorable sur ce point, à ne pas dire que l'État islamique peut-être a pu causer autant de morts dans les rangs donc, de l'armée française. Non, je suis d'accord avec vous. Il se peut que ça soit le cas parce que effectivement dans cette guerre-là, il y a la guerre entre des armées, ou du moins des groupes armés. Il y a aussi la guerre de communication qu'il ne faut pas oublier, parce que dans le cas d'espèce, ça pourrait être une humiliation pour la France de perdre 13 soldats par la faute de l'État islamique ou des groupes terroristes. Donc ça peut être également cela. Mais quand on analyse froidement les choses, et quand on regarde aussi le fait que l'État islamique a revendiqué plusieurs autres incidents, et après on s'est rendu compte qu'il n'était pas derrière cela, donc on peut dire que c'est cette logique de communication un peu pernicieuse de la part des groupes terroristes qui nous amène justement, et qui les amène justement à revendiquer de façon hasardeuse cet incident qui est arrivé. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ben, vous savez que effectivement dans toute lutte, la communication occupe une place importante. Voilà, la France peut effectivement passer par la communication pour effectivement prendre le dessus. Voilà, sur ce que effectivement les gens disent sur cet accident. Alors, vous savez, les soldats français, alors ils ont traqué des terroristes. Il n'y a pas eu de mort. Donc le doute est là. Le doute est là. S'ils avaient effectivement réussi à donner... Il n'y a pas eu de bilan peut-être. Voilà, il n'y a pas eu de bilan côté terroriste. Est-ce qu'ils ont traqué les terroristes? Est-ce qu'ils ont réussi à les neutraliser? Est-ce qu'il y a eu combien de morts côté terroriste? Donc, tant qu'ils n'arrivent pas effectivement à donner un chiffre, en tout cas un bilan de ce côté, en fait l'opinion ne va pas effectivement croire à ce que la France avance comme raison par rapport effectivement à cet accident d'avion. Bon, juste un mot. Il faut rappeler peut-être qu'il s'agit d'une collision entre deux hélicoptères. S'il c'était vraiment les terroristes qui avaient abattu, ça allait peut-être un hélicoptère qui serait tombé. C'est vrai qu'on dit dans le communiqué dit que c'est l'hélicoptère qui a voulu se mettre en vie, des terroristes qui ont peut-être obligé un hélicoptère à changer de direction. C'est bien ce qu'ils ont dit. Ce que moi je dis, c'est que cette affirmation me semble un peu mal placée. Ce n'est pas du tout fondé, parce que en réalité la thèse la plus plausible aurait été justement qu'un hélicoptère soit abattu
tout seul qui tombe. Maintenant, une collision entre deux appareils dans le ciel, ça ressemble beaucoup plus à un accident à mon avis. D'accord, alors on a bien compris vos différentes positions sur cette question. Vous parliez tantôt donc de cet accident qui remet en tout cas sur le tapis la question de la sincérité de la France donc dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. On a vu qu'il y a eu plusieurs manifestations au Mali et un sentiment anti-français qui s'est développé dernièrement avec beaucoup de personnes qui pensent que la France ne joue pas franc jeu donc dans cette lutte. Est-ce que cet accident justement remet sur le tapis cette question? Bon, effectivement, après cet accident, il y a une thèse monstrueuse qui a été développée selon laquelle justement ces 13 militaires-là ne seraient même pas morts. Parce qu'il y en a, il y en a qui n'ont pas cru, qui ne seraient pas morts. Ils cherchent à voir les corps des militaires morts. Ils cherchent à voir les épaves des hélicoptères. Donc ils mettent en cause, ils mettent en doute même ce qui s'est passé. Pire, ils disent même que à la limite, si ces 13 n'ont pas été sacrifiés pour justifier la présence, la nécessité en tout cas de la présence française au Mali. Compte tenu de l'hostilité qui s'est développée ces dernières semaines, on a vu des jeunes Maliens s'acharner sur des chars français, conspuer les militaires. Donc cette thèse-là voudrait que justement cet accident-là arrive, comme si je peux m'exprimer ainsi, au bon moment. Hein, ça remettrait, ça mettrait un terme d'une certaine manière à cette polémique un peu hallucinante qui voudrait que voilà, il n'y a pas de nécessité que la France soit là-bas, parce que vous avez suivi la vidéo de la star mondiale Salif Keïta qui a fait beaucoup de polémiques, beaucoup de ravages dans les esprits. Oui, qui a dit clairement que la France était derrière les attaques terroristes. Oui, c'était les attaques terroristes. Maintenant, ce que je note, c'est que le général, le chef d'état-major, a dit, après Emmanuel Macron, le président Macron, que ça ne remettait pas en cause l'engagement des militaires français au Mali. Oui, il a même parlé. Cette question, on va revenir là-dessus, mais on va peut-être permettre aux autres, à Zerbo, de réagir sur la sincérité donc, de l'intervention française. Est-ce que voilà, ce doute, cette polémique qu'il y a autour de cet accident peut laisser croire en tout cas que la France est vraiment sincère, qu'elle est vraiment engagée dans la lutte contre le terrorisme au point de perdre 13 de ses fils pour la sécurité au Sahel? Ok, je vous remercie. Je pense que la France est en Afrique pour ses intérêts. C'est vrai qu'elle est à côté, en tout cas, des chefs. Le général a dit que ce n'était pas vrai du tout. Et pourtant, non, on les laisse terminer, mais il y a un chef d'État français qui l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Je dis ça comme ça. Voilà. Donc, effectivement, l'intervention de l'armée française, effectivement, en Afrique, suscite beaucoup de sentiments. Vous voyez, d'abord, au Rwanda, d'abord avec l'opération turquoise en 1994, il y a eu effectivement ce sentiment anti-français. En Côte d'Ivoire, avec l'opération Licorne, il y a eu ce sentiment anti-français. Alors, encore au Mali, cette année, avec l'opération Barkhane. Alors, il faut dire qu'en Afrique, effectivement, un peu partout en Afrique, dans les colonies françaises, il y a le sentiment anti-français qui se manifeste au sein de l'opinion. Alors, vous voyez, la France, elle est en Afrique effectivement pour ses intérêts. C'est vrai que bon, elle dit qu'elle est aux côtés des États pour lutter contre le terrorisme. Ce qu'on dit également, ce qu'on dit sur ce sujet, c'est que si la France n'était pas intervenue en 2013, le Mali peut-être serait tombé entre les mains des djihadistes. Oui, la présence effectivement de l'armée française, c'est un mal nécessaire comme on le dit. C'est-à-dire que oui, c'est un mal nécessaire puisqu'on ne peut pas lutter seul contre ces groupes terroristes en Afrique. Vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que n'eût été l'intervention effectivement de l'armée française, Bamako allait tomber entre les mains effectivement de ces groupes terroristes. Et même chez nous ici, avec l'attaque terroriste de Capuchino, il a fallu l'intervention effectivement de l'armée française pour pouvoir neutraliser en tout cas ces groupes terroristes-là. Donc je peux dire que la présence de l'armée française en Afrique, c'est un mal nécessaire. On ne peut pas vraiment dire que nous pouvons seuls lutter contre ces groupes terroristes. Récemment, avec la sortie de Macron, lui-même il a reconnu avec Barkhane,
on ne peut pas effectivement faire face à ces terroristes. Il faut élargir effectivement Barkhane à d'autres forces spéciales. D'accord. Mais je retiens l'essentiel, hein, vous dites que la France est là pour ses intérêts. Pour ses intérêts, naturellement. Alors, est-ce que cet avis est partagé par Paul Miki? Non, on est d'accord que la France est là pour ses intérêts. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Maintenant, quand il s'agit du domaine de la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité, je pense qu'il faut faire attention parce que ce sentiment anti-français qui est en train de se développer dans le pays du Sahel, notamment le Mali et le Burkina, où ça s'exprime de façon très ouverte, moi, ça me laisse voir un peu une certaine contradiction entre les populations, c'est-à-dire l'opinion publique, et nos dirigeants. Parce qu'à chaque fois quand la France intervient dans un pays du Sahel, il s'agit là d'un accord qui a été signé avec les autorités. Vous avez bien fait de prendre l'exemple de 2013 au Mali, où la France est intervenue pour stopper l'avancée des terroristes vers Bamako. On se souvient en tout cas de cela. Et on se rappelle également que la France est intervenue à la demande des autorités maliennes à l'époque. Pour le cas du Burkina, on sait que nous avons signé des accords de coopération avec la France, donc ce sont nos autorités qui nous ont engagés dans cela. Et derrière, on se rend compte que la population se rend compte à un moment donné de plus en plus que l'intervention de la France est beaucoup intéressée, c'est-à-dire c'est une intervention qui a pour objectif de sauvegarder les intérêts de la France dans nos États. Et on se rend compte également que ce n'est pas une intervention qui est très sincère, parce que on a même cette vidéo qui a été réalisée par un média français, une télévision française qui montre un peu les moyens déployés par la France, les moyens aériens notamment, qui traquent les terroristes mais ne les neutralisent pas. Donc c'est pour dire quand même que les drones justement, et ce reportage qui a fait le tour des réseaux sociaux, France 2, bien sûr. C'est la télévision publique française. Oui. La télévision publique française qui a fait ce reportage qui a montré effectivement que avec les moyens aériens, les drones, on arrive justement à repérer les terroristes, mais le reportage a précisé justement qu'on ne les a pas neutralisés. Donc tout cela, quand on reverse ça dans l'opinion, ne soyez pas étonnés effectivement que ce sentiment anti-français se développe, parce qu'on a l'impression ici que la France est en train de jouer double jeu dans cette histoire de lutte contre le terrorisme. On a même également cette affaire de G5 Sahel qui attend financement depuis un certain temps. Il n'y a que des promesses mais rien de concret sur le terrain pour l'instant. Donc tout cela mis ensemble, ça montre un peu que bon, et Zerbo a raison, la France est là pour ses intérêts, mais moi j'accuse nos dirigeants qui acceptent justement ces interventions et qui et en même temps est-ce que sans la France, justement, Zerbo a parlé de mal nécessaire, oui. Est-ce que sans la France on peut s'en sortir tout seul? Lors du point de presse, peut-être qu'on va revenir là-dessus, le ministre en charge de la communication a reconnu que par 2 fois le Burkina a dû faire appel à la France pour se sortir donc des situations très compliquées. C'est pour ça qu'il s'agit là d'un couteau à double tranchant. On peut se dire aujourd'hui, quand on regarde la situation de nos États, si la France se retire d'un coup, peut-être que les terroristes vont se rabattre sur nos États. Peut-être également que si la France se retire d'un coup, les terroristes ne verront plus un intérêt particulier à intervenir dans le pays, parce qu'il y en a qui estiment également que c'est la présence de l'armée française qui attire aussi les terroristes, parce qu'on sait quand même que la France... C'est la thèse des terroristes. Oui, la thèse des terroristes, mais... Non, même chez nous, il y a certaines organisations de la société civile qui dénoncent cela. Quand on a parlé à un moment donné d'une présence d'une base militaire française au nord du Burkina, les gens ont dit à l'époque que c'est effectivement cette présence-là qui attire les terroristes, parce que on a vu effectivement les représailles des terroristes chaque fois que le Burkina, le Mali, le Niger ou un pays du Sahel s'engage dans une opération internationale de lutte contre le terrorisme. Il y a quand même ces représailles-là. Donc c'est pour dire quand même que peut-être que la France absente de nos États, les terroristes iront peut-être ailleurs, parce qu'on sait également que la France est dans l'œil du cyclone de ces terroristes. Donc tout cela mis ensemble, on peut effectivement... Il ne faut pas perdre de vue le projet de société des terroristes. Ils ont un projet de société qui est derrière l'action militaire. Un projet territorial. Non, un projet, quand je parle de projet de société, ils ont dans leur esprit une conception de la vie, de la société qu'ils veulent imposer. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a vu au nord du Mali, quand ils ont occupé Tombouctou, Gao, on a vu comment ils ont commencé à appliquer ces valeurs-là. On l'a vu aussi en Afghanistan, à Kandahar, où effectivement, les gens ne peuvent plus écouter la musique, ils ne peuvent pas jouer au football, ils ne peuvent pas boire ce qu'ils veulent, la bière. Donc, il y a un projet de société qui est derrière tout ça. Donc, il ne faut pas penser, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui pensent que s'il n'y avait pas l'armée française, il n'aurait plus de prétexte pour intervenir. Au contraire,
Je pense que ce qui est assez curieux, ils ont assez de moyens militaires, ils sont équipés, et je pense qu'ils pourraient facilement peut-être occuper des espaces, créer un califat, c'est-à-dire un kyste quelque part dans le pays, et commencer à mettre en œuvre ce projet de société-là. Et une fois qu'ils sont implantés, mais pour le faire partir, ça va être très compliqué. Il faudrait une mobilisation, comme ce qui s'est passé en Syrie tout récemment, et même en pour les chasser. Oui. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. D'accord, oui, Zerbo Je suis voudrait parfaitement réagir. d'accord avec le confrère quand il dit effectivement parle de projet. Alors, je pense que ces terroristes ont un projet territorial. Là. Vous voyez, Kidal, qui est déjà occupé par les groupes terroristes. Vous voyez, l'objectif de ces groupes terroristes-là, c'est de créer un État, l'Azawad, en commençant par Kidal, une partie du nord du Mali, et en venant vers le nord du Burkina. En réalité, c'est un État qu'ils veulent créer. Vous voyez, après chaque frappe terroriste, le chef de l'État dit ouvertement que le Burkina ne va jamais céder une partie de son territoire à qui que ce soit. Alors, c'est pour vous dire que ces terroristes-là, non seulement ils ont un projet territorial, et ensuite un projet idéologique. Vous voyez, dès effectivement l'évasion du Mali, Oui. voilà, il y avait un groupe terroriste, le Moujao, Mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'ils veulent installer un peu partout en Afrique de l'Ouest. D'où ces frappes terroristes, effectivement, dans les différents pays de la sous-région. Donc, c'est pour vous dire que ces terroristes-là, si effectivement la France se retire, facilement ils pourront prendre effectivement les zones qu'ils effectivement veulent prendre. Donc c'est pour vous dire que la présence de l'armée française, comme je l'ai dit, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Donc, alors, avec ce drame, le président français s'est adressé à la nation française et il met aussi ses alliés ou ses partenaires européens devant le fait accompli. Il dit que la France est un peu isolée et scellée en tout cas dans ce combat contre le terrorisme dans le Sahel, et il en appelle donc à une plus grande intervention, si on peut dire comme ça, des autres Européens et de l'OTAN pour faire ce combat. Je pense simplement que ça devait même aller au-delà de l'Europe, au-delà de l'OTAN, pour engager toutes les Nations Unies, parce qu'il s'agit là d'un certain nombre de pays qui sont en souffrance par la faute du terrorisme. La France peut avoir raison, mais il faut également regarder quel est le pays européen qui a le plus d'intérêt dans notre sous-région. C'est bien la France, elle qui est l'ancienne colonie. Donc ça peut justifier le fait que la France soit engagée jusqu'à un certain degré, jusqu'à y perdre des hommes. Donc ça montre un peu le degré d'engagement de la France. Mais je suis d'accord avec la France lorsqu'elle dit qu'elle se sent seule ici. Pour moi, nous sommes dans une situation où nos États ont besoin d'une certaine solidarité internationale. Donc en réalité, aujourd'hui, on ne devait pas être en train de parler de l'armée française, de la force Barkhane et tout. On devait plutôt être en train de parler d'une certaine force onusienne qui regroupe l'ensemble des pays. Là, au moins, on aurait pu dire que c'est désintéressé. Ce n'est pas un pays qui cherche à sauvegarder ses intérêts sur une partie du monde, comme c'est le cas dans la zone Sahel pour le cas de la France. Maintenant, bon, on se pose jusqu'aujourd'hui la question de savoir pourquoi cela n'est pas organisé au niveau donc international. Et même si on doit s'en tenir au fait que les États africains de la zone Sahel se sont organisés en G5 Sahel et comptaient bien évidemment sur le soutien de la communauté internationale. Oui, ce soutien, les pays du G5 n'arrivent pas à l'avoir. Ils n'ont pas de mandat onusien. Tout à fait. Donc, qui a été demandé, mais la communauté internationale apparemment ne s'intéresse pas à la question. Et en même temps, la France qui demande aux autres Européens de s'impliquer plus dans ce combat. Il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a des Allemands qui sont sur place, mais ils font de la formation. Oui. Il faut savoir une chose, c'est que quand Emmanuel Macron lance cet appel-là, c'est de façon désespérée, pour une raison simple. Il n'y a pas de politique européenne de défense. Ça n'existe pas. Comme il y a oui, mais il y a l'OTAN quand même. Oui, mais l'OTAN, c'est plus que c'est pas l'Europe. Ça, ça englobe les États-Unis et ça, donc la Turquie, donc ça va un peu plus large. Lui, il appelle les Européens. Il n'y a pas une politique européenne de la défense. Et comment coordonner une telle action sur le terrain? C'est ça toute la question. Mais quand on regarde les troupes qui sont déployées sur place, lors du sommet de la CEDEAO ici, le président Mamadou Issoufou a demandé que les troupes aient un mandat robuste. Il a dit comme ça. Le robuste là, c'est quoi? C'est le chapitre 7
de la charte de l'ONU, qui donne effectivement autorisation, pouvoir aux troupes d'engager des combats contre les terroristes, contre en tout cas les groupes armés. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, l'ONU est en RDC depuis presque 20 ans, 17 ans. Mais ce sont des soldats qui font du maintien de la paix. Le maintien de la paix ne leur donne pas l'autorisation d'engager des combats. Et une fois dès qu'il n'y a pas ce pouvoir-là, on a vu en RDC comme ailleurs, leur présence n'a pas trop d'intérêt sur le fond, puisque l'objectif c'est d'éradiquer le terrorisme, et ce n'est pas en s'interposant, ils se font tirer même comme des lapins, parfois sans possibilité de réagir. Donc, si les gens sont vraiment engagés, sincères dans la lutte contre le terrorisme, là, il faut donner à cette force multinationale-là les moyens, comme l'a demandé la CEDEAO, en activant le chapitre 7 de la charte de l'ONU. À ce moment-là, on verra les résultats, à mon avis, très rapidement. Oui, justement. Est-ce que vous pensez que les Européens vont s'engager au Sahel? Qu'on pense à l'Allemagne, on pense à la Grande-Bretagne, même s'il y a donc cette volonté de se retirer, voilà, avec le Brexit. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'appel, en tout cas, de Emmanuel Macron va être entendu par les autres Européens? Juste, c'est pas pour vous couper, juste parce que si la France est en première ligne, comme l'a dit Miki Ramba, il faut savoir qu'une chose, c'est que lorsqu'il s'agit des pays européens francophones, les autres pays européens regardent la France. Sur tous les sujets d'ailleurs. Ils écoutent là, d'abord, quelle est la position de la France, parce qu'ils se disent, ah, c'est ce pays-là qui les connaît mieux, compte tenu de l'histoire. Donc, que ce soit les questions économiques, les questions de société, les questions d'immigration, ils regardent d'abord la position française. Donc, ils se retirent, ils regardent la France agir en première ligne, et sur ce sujet-là, chacun regarde qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je ne gagne pas. Qu'est-ce que j'ai engagé mes troupes, et en contrepartie, qu'est-ce que je gagne compte tenu des positions déjà sur le terrain en termes économiques. Il ne faut pas se voiler la face. En 2013, il y a eu des rapports qui étaient sortis sur la nécessité de réorienter l'investissement français en Afrique. Tout récemment, en avril 2019, il y a encore un nouveau rapport qui est sorti, commandé par l'Assemblée nationale, sur l'urgence de réinvestir le continent africain. Donc, quoi qu'on dise, il y a des intérêts économiques et les autres vont regarder ça avant de... Donc vous doutez un peu de cette réaction peut-être des autres Européens. Vont-ils s'engager beaucoup plus dans la lutte contre... J'attends de voir. le terrorisme au Sahel? Oui, Zerbo, en 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Comme le président français, il a lancé l'appel. Oui, on attend de voir est-ce que les autres pays européens vont effectivement entendre cet appel-là. Alors, mais il a dit que tout est question d'intérêt. C'est vrai que la France s'est engagée dans la lutte contre le terrorisme en sauvegardant aussi naturellement ses intérêts. Alors, les autres pays européens aussi vont attendre de voir effectivement si, en s'engageant dans la lutte effectivement contre le terrorisme, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Voilà, donc je pense que là, c'est vrai qu'il a lancé l'appel. Est-ce que l'appel sera entendu? Bon, on attend de voir. D'accord. Si je peux ajouter un mot. Oui, en 30 secondes. Ce que je note quand même qui est important, le général Lecointre a dit que justement la présence des troupes françaises là, en Afrique là, que c'est la dette du sang. C'est-à-dire, en rappelant la première et la deuxième guerre mondiale, l'intervention des troupes africaines. Je pense que ça c'est un message à destination de l'opinion française, qui aussi une partie commence à se demander quel est l'intérêt de la France là-bas. Donc il y a une dette de sang aussi quelque part qu'il faut rembourser entre griffes, parce que en 18 et en 39 il y a effectivement des troupes africains qui sont venus et qui ont contribué à libérer la France du... D'accord. Alors on n'est plus par le temps, on ne pourra pas réagir encore sur ce sujet. L'actualité sécuritaire au Burkina, je veux peut-être qu'on dise juste un mot là-dessus. C'est ce communiqué également du chef d'état-major général des armées qui parle donc de la neutralisation de 6 terroristes, dont un chef qui
qui a été neutralisé, en tout cas dans la zone de Pau, dans le Naouri. Alors, juste une réaction, un tour de table avant qu'on ne poursuive, Paul Mix. Non, pour moi, c'est à la fois une bonne et puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été neutralisés sans qu'ils aient pu commettre un acte terroriste, ce qui est une très bonne chose. Même si dans le passé, ils ont commis des attaques. Non, je parle de cette localité, Okay. C'est-à-dire, il faut voir un peu la géographie du Burkina, où la région du centre-sud était vue comme une région jusque-là épargnée, en tout cas des attaques terroristes. Il y a eu des attaques contre des convois tout à fait. Dans la zone. Oui, oui. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont ces genres d'actions anticipées là que l'on voudrait voir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il s'agit là certainement d'un groupe terroriste qui était en train de préparer certainement un coup. Et on a anticipé, on a réussi justement à avoir les renseignements nécessaires, comme l'a dit le communiqué, c'était suffisamment précis, et on a permis justement de les neutraliser. Mais en même temps également, ça m'inquiète sur la présence, j'allais dire, cette omniprésence des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national. Parce que le simple fait que l'on dise qu'il y a des groupes terroristes que l'on a vus dans telle localité, de la région des Cascades, la région du centre-sud, ou la région du sud-ouest, qui étaient vues jusque-là comme étant des régions entre guillemets épargnées, ça montre un peu que tout le territoire est pratiquement quadrillé par ces terroristes-là. Et il faut effectivement, à partir de ce communiqué, à partir de ces faits, et continuer à encourager les forces de défense et de sécurité. C'est la preuve justement qu'il y a un travail de fond qui est mené pour peu que ces FDS aient un peu de plus de moyens. Et je pense bien que petit à petit, on pourra donc venir à bout de ces terroristes-là. C'est un communiqué qui rassure un tout petit peu. Ouais. Oui, Zerbo. Oui, à mon avis, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle effectivement qui vient du front, qui rassure effectivement les populations. Ça montre à quel point nos FDS sont engagés effectivement dans la lutte par l'offensive. Avant, ils se laissaient surprendre par les groupes terroristes, on les tuait. Maintenant, ils sont à l'offensive. Donc, cela montre effectivement que nos renseignements fonctionnent parfaitement. Alors, si nos FDF arrivent effectivement à neutraliser des groupes, cela veut dire qu'ils ont de très bonnes informations sur ces terroristes-là. Donc, eux aussi, ils les surprennent à l'heure pour les neutraliser. Je pense que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour la population. Et nos FDF sont encouragés et à féliciter. Oui, Fokuma. Oui, en fait, il y a justement ce qui s'est passé à Pau, mais aussi à Bagré. Où là-bas aussi, les FDS ont tué 6 terroristes, dont leur leader, là, Daouda Bahadio, qui était connu dans la zone comme un délinquant, un criminel notoire. Et c'est justement grâce à la collaboration de la population, des renseignements qui ont été recoupés depuis plusieurs semaines, qui ont permis d'arrêter, parce qu'il avait 4 complices, 3 à Pau, et un qui est à Guirao, qui est dans la zone là-bas. Donc, lorsque les FDS ont interpellé ces 3 complices-là, il y a à peu près 2 semaines, c'est grâce à ça qu'ils ont pu recouper les informations et passer à l'action avant-hier, qui permet aussi de les neutraliser, les 6. Donc, il y a ce qui s'est passé à Pau, oui, 2 opérations réussies, ce qui psychologiquement est une très bonne nouvelle pour nous tous, et puis pour les FDS, parce que par le passé, on a le sentiment que on réagissait à l'action des terroristes, alors que là, sur les 2 cas en tout cas, c'est les FDS qui ont pris l'initiative, qui ont agi les premiers, et on voit les résultats. Donc bravo, et puis que la collaboration avec la population soit renforcée. Il y a eu 0 mort côté à Pau comme à Bagré. D'accord. Alors on va changer maintenant de sujet parce qu'on est très pris par le temps. On va rester toujours dans le domaine sécuritaire avec ce point de presse du gouvernement du jeudi passé qui a évoqué donc cette question de la destination au Burkina qui est de plus en plus déconseillée par certaines chancelleries, notamment les États-Unis et la France. Voilà, comment vous réagissez donc à ces interpellations des citoyens français et burkinabé, vous voulez dire je vais dire français et américains par leurs ambassades qui leur demandent d'éviter, si possible, le Burkina? Non, moi j'ai souscrit entièrement à ce qu'a dit le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Danjonou. Il s'agit d'autorités françaises ou américaines qui communiquent avec les citoyens français et américains. Donc c'est tout à fait normal quand on regarde un peu cette façon de communiquer, parce que qui connaît un peu l'Occident, on sait que la personne humaine est très importante pour eux. Donc il faut que les différentes autorités de ces pays la communiquent au mieux pour préserver, si vous voulez, la vie de leurs ressortissants partout où ils sont donc dans le monde. Donc
Donc, dans ce cas-là, on peut comprendre ce communiqué. Le ministre a dit également que le plus important aussi, c'est de savoir comment est-ce que nous prenons ce communiqué, quel type de communication également on peut avoir à l'interne ici. On ne peut pas les empêcher d'avoir une telle communication, de peindre la carte du Burkina en rouge, de déconseiller certaines destinations. Mais ce qui me cœur, moi, dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas eu la contre-communication, ou bien, si vous voulez, l'autre version de nos autorités. Quand les États-Unis vont jusqu'à donner des précisions pour le cas de la ville de Ouagadougou, pour citer trois quartiers qui sont des destinations à risque pour les ressortissants américains, les résidents de ces quartiers-là, comment est-ce qu'ils doivent prendre justement une telle communication? Il s'agit là de l'autorité américaine qui parle aux Américains. Qu'est-ce que l'autorité burkinabé dit maintenant aux Burkinabés et pour, si vous voulez, contrebalancer cette information ou rassurer les uns et les autres. Voilà donc ce qui a manqué à notre niveau. Donc on est obligé, à l'absence d'un communiqué officiel de la part de nos autorités, de nous contenter de ces communiqués qui viennent des chancelleries étrangères. Bon, c'est vrai que quand ils donnent des précisions pareilles, on peut estimer déjà qu'ils ont les moyens, les renseignements nécessaires pour... et dire avec exactitude que pour le cas de Ouaga, voici les 3 quartiers à risque. Donc en réalité, ça devait faire l'objet d'une communication de la part de nos autorités. Est-ce que c'est vrai ce que les États-Unis d'Amérique ont dit? Alors, est-ce que c'est vrai, c'est une question? Est-ce que c'est pas vrai, c'est une question? Et qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour éviter que ces 3 destinations soient des destinations à risque? Voilà un peu ce qui a manqué malheureusement. Donc on est obligé de se contenter de ce que disent les autres. D'accord, oui, Zerbo. Oui, mais je pense que les autorités américaines et françaises sont dans leur droit, effectivement, d'attirer l'attention de leurs ressortissants sur les menaces, effectivement, dans notre pays. Voilà, l'opinion française... n'aime pas entendre en tout cas qu'il y a eu tant de morts effectivement dans les pays africains. Les 13 soldats tués au Mali, vous avez vu la réaction effectivement du peuple français. Alors c'est pour vous dire que les autorités françaises en tout cas américaines sont dans leurs droits. Maintenant, le fait de peindre effectivement toute la carte en rouge, ça a des conséquences effectivement sur l'économie. Oui, ça a des conséquences. Le tourisme, effectivement, le tourisme, même les bailleurs de fonds auront peur de venir effectivement investir dans un pays instable. Donc moi je pense que, comme Michael a dit, nos autorités devraient réagir automatiquement pour produire en tout cas un communiqué pour rassurer la population, pour dire effectivement ce que les Américains, les autorités américaines et françaises ont dit. Bon, voici la réalité des faits. Oui, Vokuma. Alors, il y a deux réactions. Il y a l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France. L'ambassade des États-Unis, puisque c'est eux qui avaient déjà décidé de faire partir 22 élèves de leur établissement, et dans un deuxième temps, c'est une partie du personnel diplomatique. Oui. À travers, et puis l'ambassadeur a fait une vidéo où il explique que c'est une décision qu'il a prise de façon vraiment difficile et que voilà. Mais il faut quand même se rappeler que l'ambassade des États-Unis avait déjà fait partie, ces volontaires de la paix là, déjà en septembre 2018. Il les avait déjà rapatriés au Ghana, et du Ghana, il les avait finalement renvoyés aux États-Unis. Bon, ça, c'est la vision qu'ils ont du pays. Ce sont les renseignements qu'ils ont qui leur permettent de donner ce type de communication à leurs ressortissants. Je suis totalement d'accord avec le ministre Danjounou. Ils parlent à leurs ressortissants. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que si quelque chose leur arrive... Est-ce que comme Paul Miki le dit, qu'est-ce que nous... Oui, j'allais en venir. Parce que si quelque chose arrive aux ressortissants, vous savez, aux États-Unis, il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans la poursuite contre l'État, parce qu'ils n'ont pas pris... Voilà. Ça veut dire qu'ils sont là, ils vont aller voir des familles, dire « Ah, mais vous savez, il y a telle loi qui permet... » Donc, ils sont aux aguets. Donc, les gens prennent toutes les précautions pour que cela n'arrive pas. Pour la carte rouge, bon, ça c'est le Quai d'Orsay qui réactualise la carte en fonction aussi des informations qu'ils ont. Bon, je pense que il semble qu'il n'y a pas eu une coordination comme ça avec l'ambassade ici, parce que le timing de la publication de la carte là est arrivé au moment où il y avait la polémique sur les aéronefs qui traversent qui volaient des bases et des positions de l'armée et tout. Et les esprits étaient déjà surchauffés. Peut-être que s'il y avait une bonne coordination, ils auraient peut-être différé. Bon, ça ne change pas, mais au moins le timing aurait été changé. C'est leur droit. Maintenant, effectivement, c'est à nous de montrer que bon, c'est notre pays de toute façon. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons nous battre et montrer aussi qu'on peut y vivre. Il y a dans le secteur du tourisme qui a été impacté par la situation sécuritaire. En réalité,
une situation qui est très complexe. Parce que il y a des gens qui continuent d'arriver. L'impact, c'est au niveau des hôtels. Mais quand vous regardez, les gens préfèrent maintenant les appartements, les résidences dans les quartiers. Parce que c'est plus discret, c'est plus tranquille. C'est dans les hôtels que ça devient un peu plus complexe. Oui, mais ça porte un coup également à l'économie. Non, évidemment. Mais ça veut dire que l'activité s'est déployée ailleurs. C'est-à-dire que ça ne s'est pas totalement arrêté. Et c'est vrai qu'il faut qu'on communique un peu plus sur ce qui se passe, sur les données aussi que nous avons, pour rassurer les gens qu'il n'y a pas plus, un Américain n'est pas plus exposé à la mort à Ouaga qu'à Los Angeles. Voilà. D'accord. Alors, Paul Miki, je suis désolé. On va rester sur ce point de presse du gouvernement, mais pour parler d'une question dont on a largement parlé au cours de cette émission, la question de l'organisation des élections en 2020. Est-ce que justement dans ce contexte, on peut organiser les élections présidentielles et législatives de façon sereine au Burkina Faso? Lors du point de presse du gouvernement, le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, a fait savoir en tout cas que le calendrier sera respecté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Juste en un tour de table, hein, parce que c'est une question que nous avons déjà discuté. Paul Miki, je pense simplement que c'est un procès d'intention, parce que nulle part il n'est dit que les élections seront reportées par la faute de la situation sécuritaire. Et je crois qu'il s'agit là de ballons de sonde qui ont été lancés par certains acteurs. Parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la tenabilité de ces élections à l'horizon 2020 si la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Mais moi, je ne vois pas de rapport du tout, parce que les exemples sont légion de pays en insécurité, mais qui ont réussi à faire les élections. D'ailleurs, peut-être que les élections auraient pu être une solution également à cette situation d'insécurité, on n'en sait jamais. Mais toujours est-il qu'il faut que ces élections aient lieu, à mon avis, même si j'en conviens que dans certaines régions, on ne pourra pas tenir les élections, même le recensement. Et pour le fichier électoral risque d'être compliqué dans certaines régions qui ne sont pas accessibles, même pas par les forces de défense et de sécurité, n'en parlons pas des agents recenseurs. Voilà un peu la problématique. Donc ce sera peut-être une autre carte électorale que l'on a. Je suis tout à fait optimiste et je suis d'accord également que les élections aient lieu, comme l'ont dit les autorités en place. Et je pense que l'opposition également, en s'inquiétant, c'était de prendre les devants pour éviter justement que cette polémique et cette situation d'insécurité ne vienne justifier un éventuel report. Sur la question, en tout cas, l'opposition et la majorité semble être d'accord, hein, le calendrier doit être impérativement respecté. Oui, parce que le ministre a réagi, parce qu'on lui a posé la question, des gens qui disent que les élections n'auront pas lieu. Bon, quand on regarde le calendrier de la CENI, ça se déroule normalement. Ils ont même envoyé des commissaires aller installer les démembrements à l'étranger, et donc le calendrier se poursuit normalement. Mais je pense que c'est vrai, il y aura des difficultés dans certaines zones, compte tenu de la situation. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait des élections. Parce que s'il n'y a pas des élections, nous allons nous retrouver dans un vide juridique, constitutionnel, et on va se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée que la situation actuelle. Et ça sera donner raison aux terroristes pour peut-être avec du connivence avec d'autres forces pour remettre en cause complètement toutes les institutions de la République. Et là, on tombe dans un inconnu. Et je pense qu'avec toutes les réserves, avec toutes les critiques qu'on pourrait émettre, les élections doivent avoir lieu, qu'on ait des autorités légitimes à qui demander des comptes, plutôt que de se retrouver dans une confusion totale où on va dire le président a terminé son mandat, il n'y a pas d'élection, on fait comment? Il est président ou il n'est plus président? D'accord, oui. Alors, Zerbo, en une minute, on parle de la Côte d'Ivoire très rapidement. Oui. Ok, d'accord. Je pense que le calendrier effectivement des élections est maintenu par toute la classe politique, opposition comme majorité, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, à mon avis, il faut effectivement travailler à ramener la stabilité effectivement dans tout le pays pour pouvoir aller à ces élections. Sinon, s'il n'y a pas d'élection, naturellement que nous allons tomber en tout cas dans une crise très grave. Mais la situation des déplacés, ils sont 500 000, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils vont voter dans leur lieu? Voilà une grosse problématique également. Mais c'est pour cela que je dis qu'il faut travailler effectivement à ramener la stabilité, c'est-à-dire assurer la sécurité, ramener la sécurité dans tout le pays. Avant 2020. Voilà.
Oui, avant 2026. Est-ce que c'est une occasion qu'on peut régler justement? On ne va pas faire de la polémique autour de ça pour Miki. On a 5 minutes pour parler de la Côte d'Ivoire avec cette image qu'on peut qualifier donc d'image de la semaine qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Ce poignet de main entre Guillaume Soro et Blé Goudé, donc l'ancien chef rebelle et l'ancien patron des Patriotes, se sont rencontrés à La Haye et semblent avoir en tout cas enterré les querelles et les différents politiques du passé. Quel commentaire vous inspire justement cette rencontre? On va commencer par Zerbo. Ok, vraiment merci. Je pense que c'est deux compagnons de lutte qui se sont rencontrés, Guillaume Soro et puis Blé Goudé. Et il faut rappeler que ces deux hommes politiques se connaissent depuis effectivement le campus, depuis l'université. Depuis l'université, il faut rappeler que Guillaume Soro était le secrétaire général de la FESI. Oui. Voilà, Soro, disons, Blé Goudé était effectivement son adjoint. Donc c'est des compagnons de lutte qui se connaissent très bien. Ils étaient effectivement les protégés de Laurent Gbagbo. Donc c'est avec la crise qui est intervenue dans le pays qui effectivement qui les a divisés. Mais voilà. Est-ce qu'on peut comprendre, on a vu aussi pendant la crise post-électorale de 2010 l'adversité entre ces deux personnes qui étaient carrément dans des positions différentes. Est-ce qu'on peut à l'orée donc des élections de 2020 en Côte d'Ivoire comprendre ce rapprochement entre ces deux? Je l'ai dit tantôt, ces deux hommes politiques se connaissent très bien. Il faut rappeler que c'est Soro qui a sauvé effectivement Blé Goudé juste après la chute de Laurent Gbagbo. Blé Goudé a été arrêté par les éléments des forces nouvelles. Et quand Soro a pris seulement, il a donné l'ordre effectivement de le conduire à la frontière du Ghana pour qu'il puisse quitter effectivement le pays. Donc c'est pour vous dire que ces deux hommes politiques se connaissent très bien. Alors c'est une génération d'hommes politiques qui se préparent effectivement pour diriger la Côte d'Ivoire. Alors, donc je pense qu'ils vont effectivement déblayer le terrain. C'est vrai que Blé Goudé et Gbagbo sont effectivement à La Haye, mais Soro, lui, il a déjà annoncé sa candidature et je pense que c'est le soutien de ces de Blé Goudé et effectivement de Gbagbo qui vont effectivement appuyer Soro pour effectivement la conquête du pouvoir. D'accord, Paul Miki, comment vous analysez comme Zerbo l'a dit, ces deux anciens camarades de campus qui se sont retrouvés, c'est vrai que leur schéma s'était séparé lorsqu'il, au moment de la crise post-électorale, l'un ayant suivi Laurent Gbagbo, l'autre s'étant rallié au président actuel de la Côte d'Ivoire, Ouattara, pour diriger le pays, parlant de Guillaume Soro. Et on sait également que Blé Goudé en veut énormément à Guillaume Soro pour, entre guillemets, la trahison et tout. Mais c'est toujours intéressant de voir des gens se réconcilier, c'est toujours bien de le savoir. Mais même si certains Ivoiriens disent que non, ils n'ont pas demandé pardon pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour tous les morts. Justement. On le voit comme ça. C'est le communiqué qu'ils ont publié, bon, ça ressort d'une certaine manière. Ça ne s'est pas dit clairement pardon. Il faut savoir également que des deux côtés, que ce soit le camp de Guillaume Soro ou le camp de Blé Goudé, il y a des accusations qui se font par rapport à cette situation des 3000 morts de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Les deux sont entre guillemets responsables en tout cas. Mais ce qui est intéressant de soulever ici, c'est qu'il s'agit là d'une rencontre opportuniste à l'orée des élections qui arrivent. On sait que les deux ont des ambitions, notamment Guillaume Soro qui a d'ailleurs fait le pas vers La Haye pour rencontrer Blé Goudé. Il a besoin aujourd'hui de ratisser l'art, surtout qu'il a rompu avec le président Ouattara et son RHDP aujourd'hui. Donc on peut comprendre également qu'il s'agit de calculs politiciens à l'orée d'élections. Mais ce qui est derrière cela, c'est cette question de réconciliation qu'il en avait fait un peu de façade en Côte d'Ivoire, parce que malgré que l'on est passé à cette réconciliation, on a vu que les deux camps étaient toujours opposés. C'est toujours bien que les gens se rencontrent et surtout que les deux représentent en quelque sorte la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils ont en commun d'être tous les deux jeunes par rapport à cette classe politique vieillissante et qui doit également à un moment donné laisser la place. Donc c'est très bien la réconciliation en Côte d'Ivoire et on espère effectivement qu'ils vont aller jusqu'au bout de la logique. Ouais. Alors, vous avez moins d'1 minute pour vous exprimer sur la question. Oui, bon, cette rencontre-là, pour ceux qui suivent les tractations de presse, c'était pas une surprise. Ça fait 1 an qu'il y avait des contacts entre le camp de Soro et le camp de Blé Goudé. Il y a à peu près 2 mois, son bras droit, Afoussiata Bamba, qui était ministre de la Communication, était déjà allé à Numissaire rencontrer Blé Goudé pour déblayer le terrain et tout. Donc, est-ce que vous pensez que ce rapprochement peut jouer un peu sur la candidature de Soro, qui a déjà rencontré Bédié, on se le rappelle? Oui, il est dans une stratégie de rassemblement large, de ratisser large, puisqu'il est dans la plateforme proposée par Bédié. Et les deux, Blé Goudé comme Soro, ils ont tous les deux 47 ans. Et je pense qu'ils préparent la relève.
Pourquoi? J'ai écouté le président Ouattara dire qu'il hésitait à présenter sa candidature si les autres de sa génération, il présenterait sa candidature si les autres de sa génération aussi le faisaient. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Je veux dire, lui, Ouattara, il a 77 ans, il aura 78 ans le 1er janvier, Bédié a 85 ans, Kamlan Dankan 76, Francis Vaudier 83, bon, Koulibaly qui a 60 ans, qui est une autre génération, c'est vrai. Mais la relève, effectivement, c'est la génération de Guillaume Soro. Et je pense que c'est dans cette stratégie-là qu'ils sont en train de travailler. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il va arriver à Côte d'Ivoire d'ici 2020? Je ne suis pas certain. Et dans la configuration qui se met en place, évidemment, Soro se met en position de pouvoir rassembler large et peut-être avec des décisions qui sont encore présentes au rassemblement des Oufouetites là, tirer son épingle du jeu et puis c'est pas, même s'il n'est pas élu, en tout cas devenir incontournable pour les prochaines élections. Il est en train de recruter dans le camp ennemi de Ouattara. Ça va être le mot de fin, pardon. Ici, désolé, M. Zerbo, nous sommes au terme de cette émission. Nous avons épuisé l'heure donc qui nous est réservée. En tout cas, merci à tous pour vos différentes interventions. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Ahmed Zerbo de Libération, qui est un bimensuel qui paraît à Bobo Dioulasso, Paul Miki Ouamba de Ouaga FM et Joassin Vokuma de Kasseto.net. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut.